Ici, on parle beaucoup plus de crypto-monnaies. Ce sont des sujets qui vous intéressent. Vous avez soif d'apprendre, de découvrir comment cet écosystème se passe et comment ça fonctionne. N'hésitez pas de vous abonner, de liker la vidéo, partager la vidéo et permettre à d'autres personnes d'apprendre aussi sur ce sujet qui fait couler tellement d'encre et de salive de par le monde entier aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'une crypto-monnaie particulière. Plusieurs personnes m'ont posé des questions par rapport à cette crypto-monnaie. Plusieurs personnes ont déjà demandé que je fasse une analyse de cette crypto-monnaie. Mais avant de commencer, je vais déjà tenir à rappeler que Elvis n'est pas un conseil financier. Cette vidéo, cette analyse qu'on va faire de la crypto-monnaie P-Network, ce n'est qu'un avis, ce sont juste des éléments que j'ai pris par-ci, par-là, et que je vais analyser avec les petites connaissances que j'ai à mon niveau pour vous permettre de comprendre un certain nombre de choses, bien évidemment. Et toujours, prenez toujours la responsabilité vous-même d'analyser un projet, d'analyser, de faire vos propres analyses avant de tirer une conclusion, pas simplement en vous basant sur ce que tel ou tel a dit concernant ce projet, concernant la crypto-monnaie, et vous allez directement courir aller acheter. Non, on ne fait pas ça. C'est ce qu'on appelle le FOMO. On n'achète pas parce qu'on a peur qu'on sera en retard, on a peur que non, le train va nous laisser et un coup, on va acheter. Non, pas du tout. Donc, on va aller dans le projet. Je vais subdiviser ça en plusieurs étapes. La première étape sera l'analyse fondamentale en se basant sur le white paper. Donc, on va parcourir le white paper, on va vous montrer les points clés parce que plusieurs personnes sont dans P-Network, mais ils ne savent pas même ce que le projet a comme idée, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Les gens vont simplement aller acheter parce qu'ils voient les gens autour en parler, ils ne vont même pas comprendre ce que c'est que le projet, qu'est-ce qu'ils veulent faire, comment est-ce qu'ils veulent faire les choses. Donc, on va aller dans le white paper très très vite, on va survoler ce point-là et vous allez voir quels sont les éléments qu'ils ont mis dans le white paper comme leur objectif principal. Donc, en deuxième position, on va aller maintenant sur les fonctionnalités. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que réellement c'est exécuté sur le terrain et comment est-ce que les gens perçoivent cela? Troisième point, troisième élément, on va aller sur certaines prédictions, la vie des autres, les analyses que les autres ont déjà fait concernant ce projet. On va aller sur une analyse complète que j'ai vue et qui m'a intéressé aussi. Et donc, je vais partager avec vous. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Partagez au maximum de personnes pour que je sais que bon nombre de personnes sont dans P-Network. Donc, partagez pour que ces personnes puissent comprendre ce qui se cache derrière cette crypto-monnaie. Donc, je vais partager mon écran ici. OK. Donc, je suis ici sur le site de P-Network, donc qui est mindp.com. Et je suis sur le livre blanc. Vous savez très bien qu'on analyse un projet, une crypto-monnaie, on va rechercher quelques éléments. On va rechercher l'idée, la faisabilité, la demande dans l'écosystème, est-ce qu'on a un besoin réel. Et après, on va maintenant entrer dans les éléments un peu détaillés, tels que les personnes qui sont derrière le projet, la communauté, comment est-ce que le projet est exécuté, la roadmap, et est-ce que l'idée qu'ils ont en tête, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est en soi une révolution. Donc, on va aller dans ces éléments-là. Donc, j'ai mis quelques points en blanc, en vert, pour m'appesantir uniquement là-dessus et aller très rapidement pour éviter de lire phrase par phrase, ce sera pas intéressant. Donc, ici, il souligne d'abord quelques problèmes liés à la crypto-monnaie de façon globale. Parce que l'objectif, c'était, en fait, on va voir. Donc, il parle de unfair value capture. Ça, c'est le problème de l'économie globale, avec une valeur qui n'est pas réellement la valeur réelle du marché. En fait, ce n'est pas la valeur réelle du marché. L'argent aujourd'hui qu'on a dans le marché en circulation, ce n'est pas un argent réel. C'est beaucoup plus un argent fictif. Les frais de transaction, censorship, c'est-à-dire la censure. Il y a beaucoup de censure avec les monnaies classiques. Permissionless, donc on a besoin de permissions pour pouvoir déplacer de l'argent. Et parfois, ce n'est pas anonyme. Donc voilà pourquoi le Bitcoin a été créé même au départ. Donc dans le white paper, il souligne très bien la révolution technologique qui a été créée par le Bitcoin, les problèmes que le Bitcoin veut résoudre fondamentalement. Maintenant, ils vont souligner un autre fait qui est le distributeur ledger technology, qui est le fait que un challenge maintaining distributing record, donc en fait, les ledgers distribués ont besoin parfois d'un consensus de validation pour que les transactions soient mises sur le ledger, sur le livre. Le ledger, quand vous comprenez le mot ledger, il faut toujours faire référence à un livre de transactions, là où les transactions sont stockées et enregistrées. C'est ce qu'on va appeler un ledger.
Donc, comme c'est distribué, on a besoin d'un consensus pour se rassurer que les éléments qui sont sur différents livres, dans cette donnée-là, soient identiques. Parce que chacun peut avoir son livre, il peut mettre tout et n'importe quoi dedans. Donc, on a besoin d'un consensus pour que ce soit mis à jour de façon automatique, de façon transparente. C'est ce qu'on va donc appeler un consensus. Et dans la blockchain de Bitcoin, on parle de la preuve d'enjeu, donc le proof of work. D'autres blockchains vont voir que le proof of work est beaucoup énergivore, ça consomme beaucoup d'énergie, et ils vont donc mettre sur pied d'autres types de consensus, tels que la preuve de staking, la preuve d'enjeu. Certains vont mettre le Federated Proof of Stake, comme on va voir ici dans le P-Network. Certains vont mettre la preuve d'historique, comme le fait Solana, preuve de concept, ainsi de suite. Donc, il y a tellement de mécanismes qui sont mis en place. Donc, ici, il soulève un problème fondamental. Les validateurs vont se mettre ensemble et ça va réduire les frais de transaction. En fait, il y aura le halving qui va réduire, ainsi de suite. Donc, ici, il dit la demande, but precision secure, but the demand enormous computing power. Donc, en fait, il faut souligner très bien quelque chose qui est important et que j'ai apprécié dans ce document-ci et que j'ai aussi, en fait, c'est quelque chose dont je savais déjà, mais c'est une information assez intéressante. C'est que aujourd'hui, l'argent, la valeur du Bitcoin, parce qu'on peut se demander, l'argent du Bitcoin, ça vaut quoi en fait? Le Bitcoin vaut quoi? Et ils l'ont très bien mis ici dans le white paper. L'argent du Bitcoin, c'est l'énergie que les gens ont transformée. Ils ont fourni de la puissance du calcul pour miner le Bitcoin. On leur a donc donné le Bitcoin. Donc, en réalité, dans le white paper, ils disent clairement que l'argent qu'il y a aujourd'hui, la valeur du Bitcoin, vient de l'énergie qu'on a consommée, qu'on a mis, qu'on a brûlé. Donc, on a brûlé de l'argent pour créer donc la crypto-monnaie. Quand les gens vont payer les factures d'électricité, parce qu'ils ont besoin d'électricité, les grandes puissances, quand ils vont acheter les panneaux solaires, les trucs solaires pour miner le Bitcoin, c'est l'argent qu'ils sont en train de dépenser pour acheter ces équipements-là. Et donc, en quelque sorte, cet argent-là est reconverti donc en crypto-monnaie. C'est une des choses qui fait aujourd'hui la valeur du Bitcoin. C'est cette énergie-là qui a été transformée, parce que vous savez très bien, l'économie, l'argent, c'est de l'énergie transformée. Donc, le Bitcoin est exactement le reflet de cette économie-là. L'argent, l'économie, qui est donc l'énergie transformée. Donc, ça, c'est ce qui souligne dans le white paper. Maintenant, ils vont parler du fait que miner le Bitcoin, c'est un peu centralisé parce que ça demande une grande puissance de calcul. Certaines entreprises vont donc créer des machines un peu plus performantes, les vendre beaucoup plus cher et restreindre comme ça le nombre de personnes qui peuvent valider, qui peuvent miner les transactions. Donc, ce qu'ils disent, c'est que c'est un problème. Le problème, c'est qu'il y a 87% de ces bitcoins-là qui sont détenus par seulement 1% du réseau. Donc, ces personnes qui ont créé la crypto-monnaie ont généré les bitcoins beaucoup au début. Souvenez-vous très bien, au premier bloc, on récompensait les mineurs de 50 bitcoins par bloc. Donc, par bloc, c'est-à-dire après chaque 10 minutes. S'il y avait un seul mineur qui minait le bitcoin au début, il avait 50 bitcoins par bloc. Mais aujourd'hui, ça ne vaut presque rien. Et il faudrait un peu nuancer les choses parce que si on dit seulement les choses de cette façon-là, on voit aujourd'hui la valeur de 50 bitcoins, mais à l'époque, ça ne valait pas grand-chose. Les 50 bitcoins ne représentaient rien. Donc, en fait, ces gens-là utilisaient de l'énergie, ils dépensaient de l'argent pour miner quelque chose qui ne valait rien au début. Ça ne valait rien, en fait. Donc, ça, c'est la petite nuance qu'ils n'ont pas mis dans ce document. Mais le fait est là, le fait c'est qu'il se plaint dans le white paper que 87% de la crypto-monnaie est centralisée et est créée par 1% du réseau. Donc, ici, ils disent donc que a P-Code team has conducted, donc ils disent que l'équipe donc, de P-Network, ils ont fait une étude et ils ont compris que l'une des choses qui fait en sorte que les gens ne se lancent pas ou bien n'investissent pas ou bien ne minent pas la crypto-monnaie, c'est un frein à la au développement de l'écosystème crypto, dans le cryptocurrency space. Donc, le frein pour certains d'entrer dans l'écosystème crypto-monnaie, c'est le fait qu'ils ne peuvent pas miner ou bien il y a beaucoup de risques en investissement.
Donc, comme il y a beaucoup de risques en investissement et qu'ils ne peuvent pas miner, certains n'entrent pas dans les crypto-monnaies. Mais j'aimerais bien qu'ils me sortent ces rapports d'études-là. Ils ont interrogé combien de personnes pour arriver à cette conclusion, parce que c'est facile de dire qu'on a étudié. J'ai cherché ce rapport d'études et je n'ai pas vu malheureusement. Mais bon, ce qu'ils veulent faire maintenant dans P-Network, ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent créer un système où la crypto-monnaie peut être créée par tout le monde. Donc, tout le monde peut être un mineur. Donc, ici, ils disent que le fait que tout le monde ne peut pas miner le Bitcoin, c'est un problème à l'adoption de la crypto-monnaie parce qu'il y a une poignée de personnes qui vont créer la monnaie et d'autres vont simplement utiliser. Il faudrait donc créer un système dans lequel tout le monde peut créer la monnaie, peut être donc un mineur. Et ils vont définir un consensus qui va se baser sur ce qui est déjà implémenté sur la blockchain de Stellar, ce qu'on appelle le Stellar Consensus Protocol. Ils vont donc qui se base sur le Federal Bayesian Agreement, qui est un consensus qui permet de mettre sur pied, de faire en sorte qu'on sélectionne les personnes qui peuvent valider les transactions et ces personnes-là vont valider les transactions et les transactions vont être ajoutées sur la blockchain. Donc, et c'est sélectionné aléatoirement. Donc, eux, ils vont ajouter le concept de fédéral. Donc, le fédéral, ça veut dire qu'on ne va pas avoir un nœud central qui va choisir les gens aléatoirement parce qu'on peut se poser la question de, OK, qui choisit les personnes qui vont miner. Donc, ces personnes qui choisissent, cette personne-là qui choisit d'autres peut être corrompue et ils ont trouvé en ça un point d'échec, donc un point de centralisation. C'est pour ça qu'ils ont décidé de mettre sur pied plutôt un truc appelé fédéral, donc qui fédère, où il n'y a pas une seule personne qui décide de, OK, toi tu es sélectionné, toi tu n'es pas sélectionné. Mais il faut déjà comprendre que dans d'autres mécanismes de consensus, dans le même, juste les versions différentes, on va avoir ce qu'on appelle un vote. Donc, le vote est fait en fonction de la puissance, en fonction des trucs aléatoires, en fonction d'un token qui va être redistribué aléatoirement entre les validateurs. Donc, on va avoir un set. Bon, quand on dit token, je pense que vous voyez plus crypto-monnaie derrière. Mais en informatique, c'est ce qu'on appelle un jeton, c'est un peu comme un témoin qui va être passé aléatoirement à différentes personnes et on ne pourra pas passer le témoin tant qu'on n'a pas fait le tour, par exemple. Donc, et après, on va voter en fonction de la puissance, de la quantité de crypto-monnaies que tu as mise à disposition et aussi l'effet aléatoire va faire que ce ne soit pas centralisé. Il n'y a pas un seul point central qui va valider les transactions. Mais je pense que quand ils ont fait ce white paper, il n'y avait pas déjà cette évolution-là, mais ça a déjà évolué et on a déjà proposé de nouvelles choses. Donc, dans ce qu'ils veulent faire, ils vont mettre sur pied 4 types de profils. On aura les pionniers. Les pionniers, ce sont des personnes qui vont utiliser l'application mobile. Ce sont des personnes qui vont valider les transactions, qui vont être des personnes qui vont miner, le mot miner ici, qui vont miner les transactions en confirmant les transactions à partir de leur téléphone tout simplement. Donc, les contributeurs, les ambassadeurs et les nœuds. Donc, chaque rôle aura la nécessité, sera donc récompensé avec les nouveaux PI qui seront créés à la fin de journée. Et c'est uniquement les personnes qui auront participé dans le réseau qui seront payées en fin de journée. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi les transactions ne sont pas créées par bloc? Pourquoi attendre la fin de la journée pour créer les transactions? Est-ce qu'on va accumuler? Et qui accumule? Est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un peut dire, OK, moi, je ne sais pas trop quoi, pourquoi accumuler les transactions et pas directement payer à chaque fois, comme le fait d'autres blockchains, comme le fait d'autres validateurs. Mais bon, c'est bon, je ne vais pas aller dans tous ces détails-là, c'est des choses qui ne sont pas très importantes pour vous. Donc ici, ils disent qu'à un moment donné, quand il y aura beaucoup de validateurs, il pourra avoir des frais de transaction qui seront zéro. Et s'il y a beaucoup de transactions à valider, on va mettre les transactions les plus coûteuses au début. Donc, ça va faire ce qu'on voit parfois sur la blockchain d'Ethereum, les front runs. Les front runs, ce sont des transactions où les gens vont payer les frais de transaction assez élevés pour que la transaction soit validée en premier et faire en sorte que les transactions qui étaient basées sur les protocoles de DEX et qui avaient ce qu'on appelle donc, comment est-ce qu'on appelle ça, le pourcentage de, en fait, le slippage. Donc, le slippage
Donc, ce taux-là, ce pourcentage-là peut être supérieur à ce qu'on a défini parce qu'il y a une transaction qui a payé plus cher et qui est venue donc se mettre au-dessus et a modifié le prix de la crypto-monnaie et qui fait en sorte que ta transaction échoue liée au slippage. Donc, c'est ce qu'on appelle les front runs. Donc, on pourra avoir également les front runs là-dessus. On va aller ici au niveau de l'économie qui sera générée par la crypto-monnaie. Donc, ici, quels sont les avantages du système actuel? Il souligne très bien qu'un avantage avec le Bitcoin, c'est qu'on a une quantité limite. Et comme on a une quantité limite et qu'on a le nombre de personnes qui est aussi pas assez considérable, le nombre, la population globale, ça fait que le Bitcoin peut être donc considéré comme une réserve, à défaut d'être un moyen de paiement qui est donc en l'encontre de ce que Satoshi Nakamoto voulait au départ. Parce qu'au départ, Satoshi Nakamoto voulait que le Bitcoin soit comme moyen de paiement et non comme réserve de valeur. Mais le fait que la quantité de Bitcoin soit limitée, les gens ne veulent donc pas dépenser. Les gens veulent tout simplement accumuler, ils veulent garder en créant donc ainsi une réserve de valeur. Donc, ce qu'ils veulent faire avec P-Network, c'est un modèle qui veut que la crypto-monnaie soit utilisée comme moyen de paiement et non comme réserve de valeur. Donc, si ça doit être utilisé comme moyen de paiement, il faudrait déjà comprendre que les moyens de paiement ont ceci de particulier que ça ne doit pas être très, très volatile et très, très fluctuant. Parce que si c'est très volatile et très fluctuant, les gens ne voudront pas utiliser cela comme moyen de paiement. Pourquoi? Imaginez-vous, je vends quelque chose aujourd'hui à 1 pi. Et la valeur du pi, c'est 1 dollar. OK? Demain, la valeur du pi chute drastiquement et il faudrait encore 2 pi pour pouvoir acheter la même chose. Ce n'est pas intéressant pour le consommateur parce qu'il ne va pas vouloir dépenser beaucoup de pi alors que la veille, il a dépensé moins, par exemple. Donc, la valeur de pi à ce niveau, comme moyen de paiement, peut être ralentie parce qu'ils vont maintenant faire en sorte qu'il y a un mécanisme qui fait en sorte qu'il y ait beaucoup de pièces en circulation. Et vous allez donc voir ce que j'ai dit tantôt. Tac, tac, tac. OK. OK. Donc, il y aura... OK. Donc, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la quantité de P-Network sera créée en fonction de la quantité des utilisateurs qui sont dans le système. Plus il y aura d'utilisateurs dans le système, plus on va réduire la quantité de création de P-Network. Moins il y aura de personnes dans le système, plus on va en créer. Donc, plus il y a de personnes, plus on réduit la quantité. C'est quand même un peu paradoxal parce que normalement, plus il y a de personnes, plus on devra en créer parce qu'il y a un plus grand nombre de personnes qui voudraient utiliser. Alors que là, ce qui est fait, c'est que plus il y en a, plus on réduit la quantité qui sera créée. Et c'est pour ça que ça pourrait faire en sorte que les gens vont inviter d'autres personnes. Bon, on va essayer de voir un peu. Tac, tac, tac. Je n'ai pas mis ce point-là. OK. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'on aura des pionniers qui vont faire en sorte que leur puissance de miner la crypto-monnaie va augmenter en fonction du réseau qu'ils vont constituer. Donc, plus ton réseau est grand, plus tu pourras miner la crypto-monnaie, tu pourras créer la crypto-monnaie. Et on peut donc se poser la question de savoir, mais est-ce que la crypto-monnaie est créée réellement quand il y a les transactions? Mais pas forcément. Parce que si c'est une transaction et qu'on a déjà la quantité de frais qu'il faut pour valider une transaction, comment est-ce que ça pourra être créé beaucoup plus s'il y a beaucoup plus de personnes qui font partie de ton réseau? Si ton nœud a une plus grande puissance, comment tu pourras créer beaucoup plus? Et est-ce que ce sera donc intéressant pour tout le monde? Est-ce que ça sera encore, justement, est-ce que ça va résoudre le problème fondamental qu'ils ont souligné dans le Bitcoin en disant, plus on a les puissances de calcul qui deviennent grandes et que les gens achètent des grosses machines pour pouvoir valider les transactions, plus on mine la crypto-monnaie. Or, dans P-Network, on veut faire la même chose encore en disant, plus ton réseau est grand, plus tu as la possibilité de créer la crypto-monnaie. Ça fait qu'on va encourager les personnes à créer des réseaux, à ajouter des gens dans le système et centraliser encore d'une certaine façon
la création de Pi Network, donc qui fait en sorte que le problème de base qu'il veut résoudre avec le Bitcoin n'est pas résolu, parce qu'on va centraliser encore la création, le pouvoir sur des personnes qui vont inciter les uns et les autres à venir faire partie de leur réseau. C'est la raison pour laquelle on va voir aujourd'hui plein de personnes vouloir agrandir leur réseau dans Pi Network, parce que plus ils agrandissent leur réseau, plus ils ont la possibilité de créer la crypto-monnaie et de la centraliser de ce fait, en fait. Donc, je vais partir sur ce document-ci qui a des questions assez intéressantes et dont on va reparcourir. Et je vais répondre à vos questions. Hein, je vais répondre à vos questions. N'hésitez pas de poser des questions. N'hésitez pas de savoir, peut-être qu'il y a des points que vous voudriez savoir sur ces crypto-monnaies. N'hésitez pas. Donc, je vais partager ce document, ce deuxième document-ci, qui va aussi dans une analyse fondamentale de la crypto-monnaie avec d'autres points que je n'ai pas évoqués et qui ne sont pas peut-être dans le white paper. Donc, premièrement, le Pi Network appears don't have crypto object management achievement capture immigration. OK, donc, is Pi Network legit? Bon, on va pour se poser la question de savoir si cette crypto-monnaie est vraiment légitime. On va essayer de voir qui sont les personnes qui sont derrière ce projet. On voit ici dans le team, on voit une équipe de 2 personnes. Il y a 2 personnes qui ont mis comme faisant partie de la team. Est-ce que ce sont ces 2 personnes uniquement qui développent le produit? Je pense qu'il y en a bien plus. Mais pourquoi d'autres personnes ne sont pas connues? Vous allez remarquer que dans d'autres projets, on va aller jusqu'à lister même les advisors, les personnes qui conseillent ce projet, les personnes qui vont apporter des éléments. On va lister les développeurs, les personnes qui développent. Ici, on a uniquement Head of Technology, qui est peut-être le CEO. On a chef de produit. Mais les développeurs, est-ce qu'on peut mettre la main sur ces personnes-là? Point d'interrogation, et on n'a pas de réponse. OK. J'ai essayé de regarder au niveau du développement. Comment est-ce que ça s'est fait? Comment est-ce que les développements sont en train d'avancer? Quand j'essaye d'aller au niveau de la démo, j'arrive sur une page qui ne s'affiche pas. Cette démo-ci, dont ils ont mis dans le document, c'est une page qui ne s'affiche pas, qui est déjà un mauvais signe. Parce qu'un projet, quand il va mettre les éléments à disposition, il va se rassurer que ces éléments conduisent exactement ou bien résout le besoin qu'il voulait répondre, ou le besoin auquel il voulait répondre. Donc, quand on arrive sur Pi Network pour voir la démo de comment est-ce que ça va fonctionner, ben, malheureusement, on tombe sur une page vide qui ne s'affiche pas, malheureusement. Donc, c'est déjà quelque chose qui n'est pas très intéressant. Je ne veux pas dire que la crypto-monnaie n'est pas intéressante, bien du tout. Je ne suis pas en train de dire cela. Donc, OK. What is Pi Network worth anything? Donc, ici, ce qu'il faut faire, le projet dit donc que la base de Minté dont on a créé au départ, on créait 1.6 Pi Network par heure, 1.6 network par heure, et après, il y a le halving chaque heure. Donc, à chaque heure, il y a le halving. La quantité de crypto-monnaie est diminuée de moitié à, bon, pas de moitié, je pense bien, oui, de moitié à chaque fois qu'on atteint 100 utilisateurs. Our halving, non, à chaque fois qu'il y a 100 000 utilisateurs en bas, donc à chaque fois qu'il y a 100 000 utilisateurs qui arrivent, comprenez très bien, à chaque fois qu'il y a 100 000 utilisateurs qui arrivent dans la plateforme, on a la quantité de crypto-monnaies qui est divisée par 2, ce qu'on appelle donc le halving. Comme dans le Bitcoin, qu'on atteint, je pense, 200 000 transactions, c'est-à-dire environ 4 ans, donc environ 210 000 transactions, environ 4 ans. Donc, chaque 4 ans, on a la quantité de crypto-monnaies qui est divisée par 2. Donc, ici, dans le Pi Network, à chaque fois qu'on a 100 000 utilisateurs, la quantité est divisée par 2. Donc, vous comprenez que le marketing qui est fait par les uns et les autres et que plusieurs personnes poussent la communication et font en sorte que les gens arrivent dans la crypto-monnaie, c'est pas intéressant pour la crypto-monnaie parce qu'on arrive très rapidement à la diminution de la quantité qui est créée. Donc, il y aura donc beaucoup de personnes dans l'écosystème, dans la crypto-monnaie, dans l'écosystème. Il y aura moins de quantité de crypto-monnaie qui sera créée au fur et à mesure. Imaginez-vous qu'on a 10 personnes, on a simplement on a une crypto-monnaie, on a un qui est créé et qui est redistribué à ces 10 personnes, mais quand on a 20 personnes, on a plutôt demi qui est créé et qui est redistribué à ces 20 personnes.
quand on a 30 personnes, on a plutôt un tiers, ainsi de suite. Donc, le nombre diminue très, très rapidement. Et qui fait donc qu'on peut arriver très rapidement à un moment où on ne peut plus créer les peer networks. Et si on ne peut plus créer les peer networks, ça ne résout pas le problème qu'ils veulent résoudre avec le Bitcoin en disant que c'est limité. Ça veut dire que les peer networks pourraient aussi être limités. Et si ça pourrait être limité, les gens vont commencer à spéculer par rapport à l'adoption. S'il y a adoption et qu'il y a utilisation, les gens ne vont donc pas dépenser la crypto-monnaie parce que c'est limité. Et ça va donc faire en sorte que le problème qu'ils veulent résoudre avec le Bitcoin ne soit pas résolu. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, ils ont bien dit que la crypto-monnaie est créée quand ton portefeuille doit valider une transaction parce que ton portefeuille est considéré comme un nœud. Et ce nœud valide les transactions. Pour valider une transaction, il faudrait que le nœud soit actif. Si le nœud est actif, alors il doit émettre, en fait, si le nœud n'est pas actif, il ne peut pas émettre les informations pour propager son information sur la blockchain. Quand il y aura une transaction, déjà que les transactions ne sont pas encore faites parce que la blockchain n'est même pas encore créée, les transactions ne sont pas faites. Donc, ça voudrait dire que normalement, on ne peut pas miner la crypto-monnaie hors de la blockchain, hors de Internet. Si tu n'as pas de réseau, tu ne peux normalement pas miner la crypto-monnaie. Mais ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que plusieurs sont dans P-Network, ils vont garder leur téléphone et simplement attendre que, ajouter les gens, et c'est comme ça qu'ils vont avoir les crypto-monnaies. Mais est-ce qu'en faisant ça, ils sont en train de valider les transactions? Les P-Network qui sont créés, quand tu ajoutes une personne et qu'on te donne un P-Network, en fait, qu'on donne un P-Network à la personne que tu as ajoutée, ce P-Network-là, ça vient d'où? C'est quelle transaction qui a été faite à cet instant-là? La transaction consistait à faire quoi pour que ces P-Network soient créés? Si on ajoute à un moment donné, un instant T, on ajoute 1 million de personnes, il y a 1 million de personnes qui viennent ajouter les personnes dans le réseau, il y a 1 million de comptes qui sont créés à un instant T parce que c'est fait de par le monde entier. Les 1 million de P-Network qui seront créés et redistribués à ces personnes-là, ça va sortir d'où? Ça provient de quoi? Ça veut dire qu'on crée de l'argent ex nihilo, on crée de la crypto-monnaie ex nihilo. Et ça, c'est peut-être pas bon pour la crypto-monnaie en fait. Ça veut dire qu'on peut en créer de façon fictive. Les gens peuvent créer des faux comptes et on voit exactement ce qui est en train d'être fait. Les gens créent des faux comptes, ils ajoutent pour faire leur réseau, pour grandir leur réseau. Ils vont créer des adresses email, ainsi de suite, et créer donc autant de personnes dans leur réseau et mettre autant de personnes dans leur réseau pour avoir autant de crypto-monnaies en fait. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être très, très mauvais pour la crypto-monnaie. OK, on va continuer d'analyser, on va continuer de descendre. On va continuer de parcourir ce document. OK. Donc, ici, ils disent, ça c'est une petite historique de comment est-ce que la crypto-monnaie s'est fait. Donc, en mai 2021, le tuteur disait qu'il y a 18 millions de pionniers on board. Donc, il y a 18 millions de pionniers, de personnes qui avaient déjà créé des comptes. 18 millions. En mars 2022, c'est-à-dire près d'1 an après, Network announced that the user could grow reward and contribute to P-Network user app, user and node. OK. Donc, OK. Donc, ici, en 2022, en août 2022, ils disent que la quantité de P-Network créée par heure était de 0,0166 P-Network. Ce qui fait donc que ça a baissé par rapport en juillet. Donc, de juillet à août, on a baissé la quantité de création de la crypto-monnaie de 11%. La quantité a baissé de 11% en simplement un mois. Ça veut dire qu'en 2 mois, si ça baisse encore de 11%, ainsi de suite, à un moment donné, les P-Network ne seront plus créés. Et si les P-Network ne sont plus créés, le marketing ne va plus fonctionner. Et en plus, les gens vont donc avoir quelque chose dans leur portefeuille qu'ils n'utilisent pas parce que ce n'est pas encore utilisé, parce que ce n'est pas encore la crypto-monnaie. Quand on regarde la roadmap ici, dans la roadmap, ils n'ont pas défini quand est-ce que ces éléments-là vont arriver. Ils sont encore en phase peut-être 2, la phase du testnet.
Donc, où au début, c'est tout simplement un serveur comme un site web, normalement, qui est hébergé chez un hébergeur, qui va donc simuler le comportement de la blockchain. Ça veut dire que pour l'instant, le système de Pi réside sur un serveur, tout simplement. Et ce serveur-là, c'est contrôlé par qui? On ne sait. La crypto-monnaie est créée comment? On ne sait pas. La quantité de Pi Network qu'il y a dans ce serveur-là, est-ce que ça a été créé en respectant uniquement les mécanismes de contrôle et en fait, les mécanismes de création qui sont définis par le système? Ça, on ne sait pas parce que c'est un système centralisé. Ça veut donc dire que si on passe sur la blockchain et qu'on transforme tous les Pi Network qui sont créés en crypto-monnaie, ça pourrait être, en fait, ça pourrait revenir à tous ceux qui ont créé dans le back-end, dans le faux système, par exemple, qui ont créé peut-être de façon frauduleuse les Pi Network. Qui sait? Parce que c'est un système centralisé. C'est la raison pour laquelle un projet blockchain, quand il veut créer sa propre blockchain, ils vont faire deux choses. Ils peuvent faire l'une de ces deux choses. La première chose, c'est de ne pas créer de crypto-monnaies tant que le réseau n'a pas été créé. De ne pas créer de crypto-monnaies tant que le réseau n'a pas été créé. Première chose. La deuxième chose qu'un projet peut faire, c'est de se lancer sur une autre blockchain en attendant que sa blockchain arrive et se crée pour pouvoir garder les traces de tout ce qui est créé dans son système. La blockchain, c'est exactement ça, ça garde les traces. Si aujourd'hui le Pi Network était basé sur une autre blockchain et qu'il laissait les traces de tous les Pi Network qui étaient créés, on pourrait croire en cela. On pourrait penser que oui, c'est quelque chose qui a été créé en respectant le consensus, en respectant la méthode et la façon dont ils ont défini que la crypto-monnaie allait être créée. Mais tant que c'est sur un serveur, on doit douter de cela. On ne peut pas faire confiance à un serveur parce que c'est créé, c'est manipulé, c'est géré par les personnes qui sont réellement derrière le contrôle de ce serveur. Donc, en mai 2022, ils ont annoncé qu'ils étaient à 35 millions. Vous voyez, de 2021 à 18 millions, à 2022 à 35 millions, on a doublé d'utilisateurs. Sachant que chaque 100 000 utilisateurs réduit de moitié la quantité de crypto-monnaies, imaginez le nombre de fois qu'on a réduit la quantité de crypto-monnaies qui peut être créée. Donc, quand aujourd'hui, on t'ajoute dans l'écosystème et qu'on te donne un Pi Network, normalement, pour créer un Pi Network, il faudrait environ près de 100 heures pour créer un Pi Network si on est à ce niveau-ci. 100 heures. Si on fait 100 divisé par 24, ça fait au moins 4 à 5 jours pour créer un Pi Network. Et voilà quelque chose qui veut concurrencer le Bitcoin et le Bitcoin aujourd'hui, on crée environ 6,25 tous les 10 minutes, mais qui crée un Pi Network pendant 100 heures. Mais 100 heures à créer un Pi Network. C'est très contradictoire. C'est très, très contradictoire. Très, très, très contradictoire. OK. Donc, on ne va pas entrer dans bien trop de détails aujourd'hui. Je pense que déjà à ce niveau, vous pouvez comprendre qu'il y a un bon nombre de choses qui ne sont pas, en fait, qui ne vont pas, qui ne marchent pas très bien. Mais il faut déjà avouer qu'il y a une bonne communauté. Il y a une grande quantité de personnes qui ont les Pi Network aujourd'hui. Et ils pourraient rebrander le projet, ils pourraient faire autre chose avec ces personnes-là. Mais il y a eu quand même quelques éléments que je voudrais qu'on aborde ici. Certaines personnes qui ont taxé des Pi Network, que en fait, ce qui les intéresse, ce n'est pas de créer la crypto-monnaie, mais c'est plutôt de créer un réseau de personnes et prendre les données de ces personnes-là. Et cette donnée de personnes-là peut servir à une économie à cette entreprise. L'économie de la donnée, l'économie de la data. Le code source de Pi Network n'est pas ouvert. Or, les crypto-monnaies, aujourd'hui, le Bitcoin, son code source est ouvert, Ethereum, son code source est ouvert, Cardano, tous ces projets-là, le code source est ouvert et vérifiable. Quand c'est vérifiable, ça permet à la communauté de faire confiance au projet, de vérifier que ce qui est dit est exactement ce qui est fait. Je ne peux pas vous dire que je vais créer une crypto-monnaie et il n'y a que 100 000 pièces qui sont créées.
vous avez une interface là où vous voyez le chiffre 100 000 affiché. Mais qu'est-ce qui vous garantit qu'il n'y a que 100 000 qui sont affichés? Si vous ne pouvez pas auditer cela et voir vous-même que oui, le code définit exactement comment ça sera créé. Il n'y a pas une seule personne qui peut créer un audit. Comment est-ce qu'on peut faire l'audit de la plateforme et vérifier que tous les PIN networks qui ont été créés en respectant exactement ce qui a été défini? Pas du tout. Il n'y a pas de possibilité. Voilà la raison pour laquelle certaines personnes pensent que, en fait, ce qui intéresse ces personnes-là, ce n'est pas forcément la crypto-monnaie, mais c'est la communauté. Voilà pourquoi on va avoir un marketing agressif, une pyramide assez grande. Fait en sorte que tout réseau, donc moi qui suis dans ton réseau, je peux créer mon réseau, je l'agrandis autant, plus mon réseau grandit, plus le tien grandit, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça fait en sorte que les puissances se centralisent, et ça fait venir beaucoup d'autres personnes qui vont penser être dans quelque chose qui va révolutionner le monde entier, qui va faire en sorte qu'ils deviennent millionnaires demain. Et oui, je ne suis pas en train de tirer des conclusions, hein. Je parle de l'effet de marketing. L'effet de marketing et qui fait en sorte que plusieurs personnes vont être sur les réseaux sociaux, partager les liens, partager les liens, partager les liens en fait. Parce qu'en réalité, ils ne dépensent rien pour avoir ces crypto-monnaies. Ils ne dépensent rien, rien du tout. Ils vont partager, ils vont faire la communication, c'est vrai, c'est une chose. Mais c'est la seule chose qui permet de vraiment de créer de la richesse dans cet écosystème. Et quand c'est basé uniquement là-dessus, il faut se poser encore beaucoup de questions. Donc, le prix de P-Network, apparemment, la crypto-monnaie aurait été listée, aurait eu un prix de 0,201 et la dernière mise à jour, c'était le 19 septembre 2022, donc 19 octobre 2022, donc très récemment aujourd'hui. Est-ce que c'est même ça? P-Network Market Data is on track. Dans les données de ce marché, ce n'est pas tracé, ce n'est pas traqué. Donc, ces informations-ci ne peuvent pas être réelles parce qu'il n'y a pas un endroit où on trade cela. Parce qu'ils ont bien dit dans leur roadmap ici que dans cette phase-ci, ça sera listé nulle part, on ne pourra pas acheter la crypto-monnaie. C'est quand ils vont passer au testnet et qu'ils vont passer au mainnet que la crypto-monnaie qui sera créée dans l'ancien système sera mise maintenant sur la blockchain. OK, dans les prix qu'on voit ici, on est ici sur CoinMarketCap qui a fait un warning en disant ici, P-Network has faced an unfair share of controversy recently. Ça veut dire que has faced its share fair controversy. Donc, c'est-à-dire fair share. Donc, je vais traduire ça pour que je ne... attendez. Translate pour que je ne fasse pas d'erreur dans les... OK. P-Network a récemment fait face à sa juste part de controverse. Donc, CoinMarketCap qualifie ici que P-Network c'est controversé. C'est controversé pour plusieurs raisons. On a expliqué tantôt les personnes qui sont derrière, on ne sait pas trop. Il y a 2 personnes dont on connaît, d'autres développeurs, pas du tout. La création de cette crypto-monnaie, beaucoup plus. La création. Est-ce que c'est même d'abord une crypto-monnaie? Pour le moment, ce n'est pas une crypto-monnaie. Parce que ce n'est pas encore sur une blockchain, ce n'est pas encore listé, ce n'est nulle part. Donc, quand on voit ici en 2017, dans ces données datent de 2017, on avait listé quelque part la crypto-monnaie autour de 0,07 dollars. 0,007 dollars. Ça veut dire que si quelqu'un a un P-Network, en réalité, il a 0,07 dollars. Donc, il faut qu'il ajoute 100 autres personnes pour avoir 0,7 dollars. Donc, 1000 autres personnes pour avoir quelque chose comme 7 dollars. 7 dollars. Mais bon, voilà un peu quelques petits éléments de réponse, d'analyse de ce P-Network qui, à mon sens, capitalise sur la communauté et qui pourrait peut-être développer une économie avec cela en mettant de côté le côté P-Network. Donc, la crypto-monnaie, bon, ils peuvent clairement décider que la crypto-monnaie, ça a été un fiasco, mais comme vous êtes déjà là, on peut créer autre chose avec vous,
rester juste scotché, par exemple. Donc, voilà un peu quelques petits éléments. Je vais répondre maintenant à vos questions. OK. Tac, tac, tac. Toujours modeste, merci. Actuellement, je suis plus riche que Sadio Mané. OK, c'est bon. Si tu es plus riche que Sadio Mané, tant mieux. Tu as environ 300 quelque chose de mille de dollars. C'est une bonne chose. Si c'est en Pinhead Walk, le plus important maintenant, c'est de pouvoir retirer. Est-ce que vous pouvez retirer cette crypto-monnaie? Posez-vous la question. Transférer même. Est-ce qu'on peut transférer d'un compte à un autre? Pas vraiment, parce que, mais comment est-ce que c'est donc créé si on ne peut pas transférer d'un compte à un autre? Est-ce qu'on peut transférer? Les transactions, parce qu'on dit que les PIN sont créés par les transactions. Ou bien c'est redistribué automatiquement comme ça à tous les utilisateurs sans qu'il y ait eu de transactions. Pas du tout. Comment? Salut, salut. Ce n'est pas paradoxal. Ça va permettre la rareté et réduire le minage. Donc, si ça va permettre la rareté et réduire le minage, ça veut dire que la crypto-monnaie ne sera plus créée. Si la crypto-monnaie n'est plus créée et que c'est uniquement la quantité qui a déjà été créée jusqu'à ce qu'on atteigne une norme, est-ce qu'ils ont donc résolu le problème du Bitcoin? Parce que dans leur white paper, ils disent que le fait que le Bitcoin soit limité soit un problème. Donc, si le fait que ça crée la rareté, en fait, qu'on ne peut plus miner et que ça crée la rareté, ben, ils n'ont pas résolu le problème. Quand la population va grandir et que les PIN networks ne seront plus créés, est-ce qu'ils auront résolu le problème? Les gens vont plutôt vouloir garder. J'aime pas PIN network, ils ont retiré. Ils m'ont retiré de tous les WhatsApp disant d'abord que je dois être pionnier avant de poser des questions, n'importe quoi. Ça, c'est quelqu'un qui est en train de répondre. Bon, je ne sais pas si c'était le PIN network officiel ou bien je ne sais pas trop quoi. Si c'est un réseau de personnes, si c'est un réseau de personnes qui ont créé un WhatsApp de PIN network, c'est normal qu'ils vous demandent ça parce qu'ils ont intérêt à faire grandir leur communauté. Parce que c'est simplement ça qui les motive, de faire grandir la communauté, d'ajouter les gens dans le système. Et quand on est basé sur ce genre d'économie, ben on est clairement peut-être dans une chaîne de Ponzi parce que c'est exactement ce genre de système qu'on qualifie de chaîne de Ponzi. Les systèmes qui se basent uniquement sur l'ajout des nouvelles personnes. Et pour n'importe qui ne peut pas entrer en fait, tout le monde ne peut pas entrer dans Pinello. Pour entrer dans Pinello, il faut être parrainé. Si tu n'es pas parrainé, tu ne peux pas avoir de compte dans Pinello. Et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le Know Your Customer va résoudre les problèmes des faux comptes. Bon, le Know Your Customer, ça va résoudre les problèmes des faux comptes. Oui, si les gens ont donc créé 1000 comptes, si quelqu'un a créé 100 comptes et qu'il ne peut authentifier qu'un seul, ça va faire comme ça tous les PIN networks qui ne serviront à rien, qui seront dans des comptes qui ne sont pas validés et qui ne serviront à rien. On aura donc créé tout ça pourquoi? Pour rien. Pour rien du tout. Moi, par exemple, je suis sur le projet depuis 2021. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à faire Know Your Customer dans la dernière phase, ça bloque. Bon, je ne sais pas trop comment ça se passe. Moi, personnellement, j'ai ouvert un compte là-bas juste pour tester, pour voir comment ça marche. Mais je ne suis pas prêt à aller jusqu'au bout parce que, bon, déjà, quand on est dans un projet, il faudrait comprendre les valeurs. Qu'est-ce que ce projet a comme valeur? Est-ce que ces valeurs-là sont d'abord vos propres valeurs? Parce que c'est que plusieurs personnes n'ont même pas de valeurs propres. Or, vous devez être en adéquation avec les projets qui défendent les mêmes valeurs que vous. Parce que vous allez vous retrouver et vous reconnaître dans ces différents projets-là, en fait. Oui, tu viens de toucher à la vraie réalité. L'économie des données personnelles, le nouveau pétrole. Oui, en fait, c'est l'économie des données personnelles parce qu'on veut que vous fassiez les Know Your Customer. On est sûr que ce sont des réelles personnes. Ils auront tellement de données. Est-ce qu'une blockchain a besoin de connaître les Know Your Customer de ses utilisateurs? Pas du tout.
Une blockchain n'a pas besoin de know your customer de ses utilisateurs. Ça reste hyper centralisé. Les know your customer sont des organismes centralisés. Et ces organismes de vérification-là ne peuvent pas créer donc un système décentralisé basant sur les données centralisées. Non, pas du tout. C'est quelle crypto-monnaie qui sera donc basée sur un système aussi autant centralisé avec les know your customer? C'est un exchange. La blockchain va donc servir à quoi? Si c'est uniquement pour les utilisateurs qui seront authentifiés, la blockchain sert à quoi? Posez-vous ces genres de questions quand vous êtes dans un projet. C'est le b.a.-ba de l'analyse fondamentale. Vous devez vous poser des questions de ce genre. Ne gobez pas simplement tout ce qu'on vous dit. N'acceptez pas simplement tout ce qu'on vous raconte simplement parce qu'on veut enjoliver quelque chose, on va enjoliver le projet. Le know your customer dans une blockchain, c'est pour faire quoi? Alors qu'on est en train de créer un système anonyme, les gens veulent l'anonymat, les gens ne veulent pas être censurés. Si quelqu'un a créé plusieurs faux comptes, par exemple, et qu'on censure ces faux comptes, ça reste un point d'échec de ce projet. Ça reste un point d'échec. Parce que ce n'est pas en adéquation avec les principes et les valeurs de la blockchain et des crypto-monnaies proprement dit. Est-ce que c'est un scam? Je ne dirais pas que c'est un scam, pas du tout. C'est juste le modèle qui, à mon sens, a beaucoup de choses à redire et à revoir. Tel que ça a été créé, tel que c'est fait, tel que c'est exécuté, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas en adéquation avec les valeurs de la blockchain parce qu'ils veulent créer une meilleure blockchain pour les paiements. Clairement, ce n'est pas le cas. Est-ce que Pi-Network peut à l'avenir remplacer le Bitcoin? Je doute beaucoup même. Simplement avec ce qu'on vient de voir, comme déjà on a les know your customer, ça montre un point de centralisation. Déjà la façon avec laquelle ça a été créé, ça n'a pas été créé de façon fair, ça n'a pas été créé de façon, de façon juste. Non. Qu'est-ce que les gens ont mis pour créer les Pi-Network? Qu'est-ce que les gens ont fait pour créer les Pi-Network? En se basant sur la communauté. Si c'est la communauté, ben c'est que c'est un même coin. C'est que c'est un même coin en se basant sur la communauté parce que les gens se sont partagés et que les gens ont fait grandir le réseau, ils seront dans un même coin. Et les mêmes coins, je doute que ça ne peut jamais remplacer le Bitcoin. Un même coin ne peut pas remplacer le Bitcoin. OK. Bon. Le Pi a-t-il sa propre blockchain? Pour le moment, Pi n'a pas de blockchain. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Il n'a pas de blockchain. J'imagine le scénario de fin du processus. Déposer X dollars avant telle date afin de retirer vos Pi. Bon, c'est aussi possible. C'est aussi possible. On a vu plein de systèmes comme ça qui ont créé des crypto-monnaies en redistribuant gratuitement. Et après, ils ont dit, OK, pour retirer votre crypto-monnaie de notre système ou bien pour envoyer sur des exchanges centralisés, vous pourrez maintenant, vous avez besoin de donner petit quelque chose pour pouvoir... Bon, je ne suis pas en train de dire que ce sera ça qui va s'exécuter, mais c'est un scénario parmi tant d'autres. OK. Vous parlez d'une nouvelle orientation, je doute fort. Ça va juste tomber à l'eau si le système de départ ne s'exécute pas. Bon, on n'est pas devant. Je suis juste une personne qui se base sur les connaissances actuelles que j'ai sur la blockchain des crypto-monnaies pour faire l'analyse de ce projet. Donc, vous me dites ce que vous pensez en commentaire de cette vidéo, de cette analyse ici. On va s'arrêter aujourd'hui. Je suis en train de partir former les développeurs blockchain. Dans la formation des développeurs blockchain, c'est en cours. Donc, on a une séance le lundi, le mercredi, le vendredi, donc c'est 3 fois par semaine. Et c'est à 19h. Donc, pour le moment, je vais vous laisser. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. À d'autres vidéos, likez, partagez si ça vous a intéressé, si vous avez appris quelque chose, vous avez compris un peu ce qu'il y a derrière Pi-Network, quelques petits éléments qui manquent, quelques couacs. Vous me laissez cela en commentaire, votre avis. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.